Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces 2 heures d'infos. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, vous avez vu, j'ai sorti la chemise. Quand je sors la chemise, c'est que c'est j'aime un l'inviter. invité, voilà. Il a des piercings comme ça. Voilà, je serai en t-shirt pour Mireille Dumas. Oh, c'est pas vrai, vous l'aimez beaucoup Mireille. Je l'adore. Notre invitée aujourd'hui, c'est Caroline Fourest. Bonjour Caroline Fourest, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste sur LCI, directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Franc-Tireur. Vous êtes l'une de nos intellectuelles les plus brillantes, je le dis comme je le pense. J'ai bien fait de venir ce matin, merci. Non, vous avez des combats combattantes pour la laïcité, pour les minorités sexuelles, pour un certain nombre de causes sur lesquelles vous êtes extrêmement engagée. Ce soir, France 2 propose une grande soirée, une soirée spéciale avec la diffusion, entre autres, de votre film Sœurs d'armes, qui est paru, enfin que vous avez réalisé et qui a été diffusé en 2019 au cinéma. Et ce soir, c'est quoi? C'est la première diffusion télé ou il y a eu une c'est la première fois qu'on peut le voir en France à la télévision. Ouais. Ouais, et c'est un film coup de poing. Ouais, coup de poing, bouleversant, étonnant, inquiétant, qui est surtout qui raconte une histoire qu'on voit assez peu, c'est-à-dire ces femmes qui sont parties combattre aux côtés de leurs sœurs, et des femmes combattantes. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Et on va en reparler. Enfin, on n'en parle pas et on n'en voit pas beaucoup. On en a parlé, mais on a vu peu d'images. On a vu peu d'images de la déportation des yézidis, des femmes yézidis esclavagisées, violées par Daesh. Et on a vu peu d'images de ceux qui sont partis se battre. On a beaucoup parlé de ceux qui sont partis se battre du côté de Daesh. Ouais. Très peu de cette jeunesse qui est partie se battre du côté des Kurdes. C'est pour ça que j'avais envie de ces images, moi aussi. De ces femmes dont vous racontez l'histoire. Et c'est franchement, regardez ce film, Amira Khazar, formidable, Camélia Jordana. Enfin, c'est un film remarquable, et vous nous en parlerez dans un instant. Oui, et puis surtout, vous verrez que la caméra, elle est au cœur des combats. Ouais. C'est ça qui est assez incroyable. On passe au zapping. Et bien sûr. Sud Radio Média, l'instant zapping. Là, Valérie, je suis embêté pour Pascal Praud et sa buvette. Pourquoi? Il y a un autre café qui s'est ouvert juste en face. On va encore papoter. C'est le café de Laurent Ruquier qui a ouvert sur BFM hier. Alors pour l'occasion, il s'était fait le look de journaliste. Je ne sais pas si vous avez vu. Petite coupe bon élève, costume cravate, avec un retour qui va vous faire plaisir, puisqu'il commence par une revue de presse des dessins satiriques. Et évidemment, vous qui vient de Charlie Hebdo, c'est quelque chose qui doit vous toucher. Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur BFM TV. Bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Vous savez, le président de la République a parlé hier soir à 20h, après une semaine chargée pendant laquelle il a reçu le roi Charles III à Paris et le pape François à Marseille. Ce qui nous a valu ce dessin, regardez, dessin signé URPS dans Sud-Ouest. On voit un couple de Français qui dit: Charles III, le pape, un marathon de réception, on annulerait bien le repas avec ta mère dimanche. Avec forcément l'envie pour le président de répondre au roi et au pape. Ça, c'est un pupitre qui vient de tomber. Oui, c'est la petite pédale, mais c'est pas grave. C'est Comment pas ça, grave. la petite pédale? Pardon, la pédale pour le prompteur. Non, pas du tout. C'est un talkie-walkie qui vient de tomber, mais j'apprends le studio. Pardonnez-moi. Vous avez eu peur, hein? Voilà un début avec un petit incident. C'est important, les dessins de presse? C'est un regard sur le monde irremplaçable et de plus en plus dur, et qui demande beaucoup de talent, beaucoup de recul, et qui demande aussi une culture pour le comprendre. En fait, et c'est ça qu'on doit transmettre. C'est apprendre à avoir cette distance qui parfois est pris pour du cynisme ou de l'humour noir. L'humour noir est très peu compris, alors que pour moi c'est le meilleur au monde. Il n'y a rien de mieux pour nous aider, au contraire, à vaincre nos peurs. Vous continuez à lire Charlie Hebdo? Ah oui, bien sûr, je serai toujours fidèle à Charlie, même en faisant un journal à côté d'eux et un autre hebdomadaire. Non, bien sûr, on est heureux d'être plusieurs dans la presse à partager certaines valeurs quand même. Parce qu'ils en sont morts, nos camarades Charb, Cabu, Volinsky, on ne va pas tous les citer, mais ils sont morts de ce manque de recul, de ceux qui n'ont pas compris leur dessin. Et c'est de distance et de solidarité. Et en fait, le film de ce soir, c'est aussi un peu pour moi la fin pas d'une boucle, mais c'est la fin de cette... d'une histoire qui a commencé avec leur mort, parce que Charb, par exemple, voulait rejoindre les Kurdes, il voulait se battre à leur côté avant sa mort. Et quand j'ai montré, je peux vous dire, le film à ses parents, on a évidemment partagé un moment très, très émouvant, et je me souviens encore de ce que m'a dit la mère de Charb, en me disant peut-être que s'il était parti là-bas, il serait vivant.
Et j'en suis pas sûre, parce que beaucoup de nos camarades kurdes sont morts pour que nous soyons vivants et que nous soyons heureux de profiter de cette démocratie qu'on a tendance un peu à mépriser parfois. Vous irez dans l'émission de Laurent Ruquier, vous êtes réconciliés ou pas, ou c'est toujours parce qu'il a dit qu'il vous recevrez plus jamais? Non, ça depuis il m'a réinvité, je ne suis pas allée, mais, mais parce que j'étais trop prise. D'accord. Mais là peut-être vous irez si vous invitez. Peut-être. Oh, c'est pas une grande envie. Hein. Là en ce moment je suis un peu prise, mais sinon volontiers. Dimanche il y a eu un témoignage fort, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était dans 7-8, le témoignage de Afshan Riaz, née au Pakistan, élevé en France, et elle part pour ses 25 ans sans se méfier en vacances au Pakistan. Elle s'imagine pas alors que son père a décidé de la marier de force. Vos parents sont pakistanais, musulmans, et votre père entend perpétuer les traditions de son pays, de sa tribu. Oui, alors la religion n'a rien à voir dedans. On est dans une tribu, c'est une sorte de caste des Rajputs. L'idée, nous, c'est pakistanais, Rajputs, musulmans. On se mélange pas avec d'autres castes. On grandit avec ça. Notre papa nous a mis toute notre vie dans notre tête, c'est attention à mon honneur. Faites attention à mon honneur. Il nous dit clairement, alors moi, c'est moi qui choisira votre mari. Vous avez interdiction de me présenter qui que ce soit. Je refuserai tout. Et si vous voulez un jour le faire, eh ben, vous partez de chez moi. Ouais. C'est incroyable d'entendre ça. En fait, moi, je pensais que avec les nouvelles générations, les choses évolueraient, et en fait, on rétrograde. Ah mais je pense qu'on a tous cette naïveté de penser que parfois les mécanismes patriarcaux d'enfermement des femmes sont liés que aux traditions. Il y a des gens qui y ont intérêt, il y a des gens qui veulent maintenir cet ordre établi ou cet ordre tribal. Et comme on est en train de revenir tous un peu, et ça nous concerne vraiment tous, à l'âge identitaire, qui honnêtement est un âge bête, et un peu primaire, eh bien le patriarcat revient avec partout dans le monde, et si en plus des propagandistes y voient l'intérêt de regagner un petit peu de domination, ils s'entendent formidablement pour que ça revienne. Un mot peut-être sur cette gauche qui soutient le port du voile. Ah bah non, c'était prévu dans la... Bah oui, je découvre. Alors, je dis rien, alors je continue. Juste après. Continue la question. Après, vous pourrez enchaîner. Pendant que des femmes se battent... D'accord, pardon, excuse-moi. Non, pas du tout, Val. Pendant que les femmes se battent, sous la chaleur confortable des projecteurs, parce que c'est toujours plus simple, dans Touche pas à mon poste, Gilles Verdez et sa bande se révoltaient sur la décision de la France d'interdire le voile lors des Jeux Olympiques. C'est une folie cette décision. Pourquoi discriminer encore une fois les musulmans? Parce que c'est directement de la stigmatisation. Le CIO, Comité Olympique, l'autorise, la FIFA dans le foot l'autorise, et nous on n'en veut pas. Donc il y en a marre, quoi. Parce que l'argumentaire qui est développé là, on le voit bien, c'est une question de ne pas vouloir politiser les Jeux Olympiques. Et voilà, c'est l'idée qui est derrière. Et la Pakistan, puis juste après, bim. Voilà, c'était construit. Je découvre. Bah oui, je sais bien. Mais... Eh ben, allez-y. Non, mais c'est bien qu'on entend Gilles Verdez. Je ne sais pas où on classe Gilles Verdez, mais moi j'entends dans Touche pas à mon poste, dans des émissions de Mouloud Achour ou d'autres, cette petite musique qui n'est pas dédiée qu'à la gauche politique. Je veux dire, cette petite musique relativiste et qui considère qu'au fond, l'important c'est de tout tolérer, même l'intolérable, ou même le sexisme, ou même le retour de signes qui sont vraiment des tests contre l'école laïque, par exemple. C'est une petite musique qu'on entend beaucoup. Et encore une fois, la seule réponse, c'est de garder beaucoup de patience, déjà, de pédagogie, parce que sincèrement, entre ceux qui perdent patience et qui cèdent à la haine, et puis ceux qui cèdent tout court, on sent que l'espace se réduit un petit peu. On a quand même un peu de mal à respirer. Mais pour ça, on a quelque chose de magnifique qui s'appelle l'école laïque, qui nous permet d'apprendre à être des citoyens en dehors de la pression de notre entourage, de notre quartier, de nos parents. Et puis ensuite, comme on est une grande démocratie, et là aussi je pense qu'il faudrait qu'on réapprenne à l'apprécier, et ben, en tant qu'adulte, on fait ce qu'on veut. Si on veut porter un voile, on porte un voile. Il y a juste des espaces comme le sport et l'école qui sont un peu réglementés, mais la vie c'est fait de règlements, de toute façon, et ceux-là sont plutôt faits pour protéger la liberté de se déterminer. Mais cette gauche, encore une fois, qui défend le port du voile pour les femmes, moi j'avoue que je suis dans une incompréhension totale, et en particulier de la part de Jean-Luc Mélenchon, dont on sait les liens qu'il avait avec Charles, justement, ce revirement. On a pu entendre d'ailleurs les positions qu'il avait il y a quelques années, mais comment des gens de gauche peuvent soutenir l'enfermement des femmes avec le voile? Alors ce qui est terrible évidemment aujourd'hui, c'est que la gauche politique n'est représentée que par des gens qui ont fait ce virage cynique. Parce que c'est un virage cynique. Moi j'ai fait des conférences sur la laïcité avec Jean-Luc Mélenchon, personne n'en parlait mieux, personne ne parlait mieux que lui de l'importance de préserver
l'école laïque du voile et de ces signes-là. Et aujourd'hui, il tient un tout autre discours pour des raisons de comptage électoral. Donc c'est terrible à double titre, parce qu'évidemment, c'est une trahison du Jean-Luc Mélenchon qu'on a entendu à la mort de Charb prononcer un très beau discours et prononcer tous ces discours, mais c'est en plus une image détestable de la politique. C'est qu'en plus ça donne le sentiment vraiment que certains idéaux, on peut les piétiner. Et de toute façon, tout le spectacle que donne la NUPES en ce moment est quand même assez triste. Ça veut dire qu'il ne le pense pas et qu'il le fait pour devenir roi ? Ah oui, je le pense. Oui, j'en suis convaincu. Je pense qu'il sait exactement pourquoi on a protégé l'école laïque des signes religieux. Je l'ai entendu de sa bouche l'expliquer mieux que je ne le ferais, honnêtement. Donc je l'entends aujourd'hui remettre tout ça au placard pour des calculs, parce qu'il lui manque tellement ces 606 000 voix, 600 000, mais je pense que dans sa tête, on n'est plus qu'à 6, qu'il a décidé mais c'est comme la manifestation ce week-end, alors qu'on est en train de célébrer le triste anniversaire de l'assassinat des policiers de Magnanville, choisir ce week-end pour faire une manif sur la violence policière. Enfin, tout ça est assez grossier. Et encore une fois, je le dis au micro de Sud Radio, parce que je pense qu'on le dit plus beaucoup dans les médias, il y a toute une gauche qui n'est pas représentée par cette gauche-là, qui existe toujours dans ce pays, et qui est une gauche républicaine, laïque, universaliste, courageuse, qui a payé le prix du sang pour la gauche Charlie, et qui est aujourd'hui très orpheline et pas représentée par ces gens-là. Mais vous aussi, à un moment, moi j'ai suivi ce trajet-là en fait. Vous étiez quelqu'un où je n'avais pas d'impointance, et puis vous avez modifié votre discours comme si vous aviez été trahi par votre clan, parce qu'il est devenu un peu juston boutiste et un peu wokisme, et d'un seul coup il y a une autre population qui s'est mise à vous aimer et à voir votre combat. Est-ce que vous avez senti Non, alors, si je peux rectifier, parce que moi je n'ai jamais eu de clan, j'en aurais jamais. J'ai essayé de considérer que la difficulté d'être éditorialiste aujourd'hui, par exemple, c'est de justement s'affranchir des retours, de l'interactivité, d'une pression qui peut être très stimulante de ceux qui vous écoutent ou qui vous suivent parfois, mais on essaie simplement de se faire une idée en fonction de quel est l'intérêt commun. C'est subjectif, et il faut l'assumer, de défendre quelques valeurs de base. Et donc ce que vous dites qui est vrai, mais qui est plutôt le regard sur moi que mon évolution à moi. Ah d'accord, c'est le regard qui a évolué sur vous. Non, vous êtes resté la même. Non, là où je vais vous dire où j'évolue, c'est que quand il faut sonner l'alerte, et quand je suis face à Tariq Ramadan, quand je suis face à des gens qu'on présente comme des modernistes, alors qu'il s'agit en fait de leaders intégristes, et qu'il faut démonter tout un double discours et prendre des coups pour ça, je vais prendre des coups, donc on me voit dans des situations de duel, de polémique dures. Quand je sens que, d'abord, l'alerte est passée, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde la répète un peu en boucle, et qu'au contraire, le pays bascule vers une perte de patience, vers une usure, vers une aigreur, qui me fait peur aussi et qui m'inquiète aussi, j'essaie d'être un facteur plutôt d'apaisement. Mais je vais pas changer, je fais en fonction aussi de ce pays que j'aime et que j'aimerais parfois qu'il ne se trompe pas de colère. Voilà. Alors, vous savez, Caroline, qu'on se connaît pas, mais moi, j'aime chouchouter les invités. En fait, je préfère en plaisanter tellement c'est pathétique. Alors, vous n'aurez pas de chocolat ou de fleurs. Est-ce que vous avez vu que Tariq Ramadan sort un single ? Non. Non, c'est trop fort, hein. C'est incroyable. Tariq Ramadan sort un single où il slame sa détresse. Mais c'est pas vieux ça, il l'a pas fait il y a quelques mois. Non, il sort là, ça sort dans 3 jours. C'est un peu notre grand corps halal. Derrière son attitude, j'ai senti le rejet. Ce regard offert à ceux que l'on aime. J'ai appris depuis les blessures de sa vie. C'est pas fini, vous allez voir. Le silence de sa solitude et de son ennui. Il se bat tous les jours pour rester debout. J'avais pris contre moi la corde à son cou. Et mon cœur murmura, ne juge pas. On ne sait jamais. Tu ne sais pas. Je suis obligé de vous faire réagir. Là, vous m'avez un peu cueilli par surprise. Ah, c'est mon petit cadeau. Oui, je ne le vois nulle part. Je sais, je suis trop fort, Valérie Expert. C'est ça être journaliste. Non, vraiment, bravo. Écoutez, vous en pensez quoi du single de Tariq Ramadan? On en parle après la pub. Allez, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média,
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Caroline Fourest. On la reçoit à l'occasion de cette soirée spéciale sur France 2. À ne pas manquer ce film Sœurs d'armes qui a été écrit et réalisé par Caroline Fourest, qui raconte l'histoire de ces combattantes yézidis qui sont venues, et d'autres combattantes d'ailleurs, venues du monde entier, kurdes, pour aider leurs sœurs à se battre contre les fous d'Allah. C'est un film qui raconte ce conflit qui était en 2014, un conflit génocidaire, parce que l'idée était d'exterminer complètement cette population. Ah mais le génocide a eu lieu en fait pendant qu'on vivait nous le pire des attentats, ou le début du gros des attentats à Paris. On voyait pas que se déroulait l'autre bout de ce conflit, parce que c'est le même groupe, ou c'est un autre groupe, parce que là c'est Daesh qui a vraiment envahi des villages yézidis, déporté les femmes pour les réduire en esclavage sexuel pour ces combattants. Elles ont été prostituées. Elles ont été revendues sur des marchés où on évaluait leur valeur en fonction de leur virginité. Et ce qui était fou, c'est que de l'autre côté, et c'est pour ça que j'ai pas pu résister à l'idée de faire. Cette idée m'a emportée, était tellement folle, tellement forte, c'est que je me disais, dans le même conflit, la guerre qui est quand même la guerre la plus importante de notre génération, avant celle de l'Ukraine, où on a d'un côté des femmes qui vivent le pire du pire, de l'esclavage, du viol, d'être réduit comme un animal à être un objet. Et de l'autre côté, on a des femmes qui rejoignaient les combattantes kurdes et qui terrorisaient les islamistes de Daesh sur le champ de bataille, parce que les islamistes étaient persuadés que si une femme leur tirait une balle dans la tête, en gros, ils n'iraient pas au paradis, ils n'auraient pas droit aux fameuses 72 vierges qui les motivaient tant. Et donc se dire, mais dans le même conflit, même je peux écrire un article là-dessus, mais c'est au-delà de la fiction. Et donc j'avais envie d'écrire une fiction, j'avais envie de le vivre, j'avais envie de tourner avec des gens, avec des acteurs, cette histoire folle. Et je veux dire qu'on a vécu des moments quand même pendant ce tournage assez incroyables. Quand vous tournez avec des figurants berbères qui s'identifient. Oui, parce que vous avez tourné au Maroc, non? On a tourné une grande partie du film au Maroc, et j'ai une pensée évidemment pour toute l'équipe qui se remet doucement de ce terrible tremblement de terre, mais la plupart vont bien. On a tourné des vraies scènes aussi, qui sont insérées, notamment des gros plans de vrais combattants kurdes au Kurdistan. On était 6 mois après Mossoul, et je tournais. Alors moi, j'étais allée pendant que Mossoul était occupé par Daesh. Je suis allée plusieurs fois pour des repérages. J'ai été rencontrer des vraies combattantes, et je voulais les mettre dans ce film. Ce que mon distributeur Métropolitain ne voulait pas. Autant vous dire que dans le cinéma, ça se fait pas tellement d'aller envoyer des équipes de cinéma près des zones de guerre. Et donc je suis partie un peu en mode kamikaze et documentaire, avec une toute petite équipe, un droniste et un chef opérateur, filmer des vrais combattantes kurdes et yézidis en Irak, avec l'armée des Peshmerga, qui a mis à ma disposition un certain nombre de véhicules où on a pu faire ces scènes de guerre aussi, et de convois. Et c'était absolument inouï. Et le plus inouï à vivre, c'est quand vous devez expliquer à une vraie combattante kurde qui revient de la guerre pourquoi elle doit faire 11 fois une prise et descendre 11 fois d'un pick-up en plein cagnard. Et l'une d'elles, un peu au bout de la 11e prise, il me dit, vous savez, Daesh, j'ai survécu à Daesh, mais vous avez failli me tuer là, à vos prises 11 fois en plein cagnard. Comment ils ont appris à utiliser les armes et à se battre ? C'est des kalachnikovs là-bas, donc c'est assez facile. Et puis quand vous avez votre sœur qui a été emportée, déportée, ou qui est toujours prisonnière de Daesh, vous apprenez vite. En fait, elles ont appris sur le tas. Dans le film, il y a cette incroyable solidarité aussi de ces femmes. C'est aussi l'histoire d'un groupe de femmes. C'est ce qui est très puissant dans le film. C'est ce lien qui les unit justement, et qui ressort de façon très puissante quand on regarde le film. Mais dans les morceaux qu'on a écrits aussi pour le film, la musique, et dans les scènes, c'est un film très importante dans le film. Oui, de Mathieu Lambolé, avec la voix de Bobby, qui est une chanteuse incroyable. Et j'ai eu le privilège d'écrire 2 morceaux sur la sororité de combat. Parce que justement, ça parle de la sororité des femmes, ça parle des hommes et des femmes qui se sont battus déjà pour ce slogan, qui est le slogan des femmes kurdes, des combattantes kurdes, femmes, vie, liberté. Et ça n'est pas un hasard. Si vous voyez qu'aujourd'hui en Iran, depuis maintenant plus d'1 an, il y a cette révolution, notamment des Iraniennes, qui ne supportent plus la loi du voile et du régime islamique des mollahs, parce que elles ont vu des combattantes kurdes se battre au nom de femmes, vie, liberté, slogan qu'elles crient aujourd'hui dans les rues de Téhéran. Et je peux vous dire que c'est une des choses qui me rend moi le plus fière, c'est que je suis pas sûre que j'ai fait un film qui est une épopée, qui est un film d'héroïsme. C'est pas forcément quelque chose qui plaît aux cinéphiles qui aiment la nouvelle vague et qui aiment les films où on parle pendant 4 heures au café de la guerre en Syrie. Non. Moi, j'ai fait un film de guerre réellement. Un film de guerre, Mais surtout, ma plus grande fierté, c'est que le film, depuis 3 ans, il est téléchargé en Iran.
sous le manteau. Parce qu'il est doublé en farci, on l'a tourné, je le dis d'ailleurs à nos spectateurs qui le regardent bien en langue originale. En langue originale, pas vous en allez VF, sur s'il votre vous plaît. télé, parce qu'effectivement, ça change. En VF, c'est quand même très différent. On l'a tourné en anglais, en kurde et en arabe, mais le film est doublé en farsi et dans toutes les langues. Il est doublé en turc aussi. J'ai des messages de jeunes Turcs non kurdes qui ont été bouleversés par le film. Mais ce qui me touche le plus, c'est de savoir à quel point il est téléchargé en Iran depuis 3 ans. Ouais. Et je vous propose, Valérie, d'écouter la bande-annonce de ce film diffusé ce soir sur France 2. À cette époque, je ne savais pas ce qu'ils pouvaient nous faire. Ni à quel point cette guerre allait me changer. Et elle, c'est qui? Nos forces spéciales. C'est aussi une révolution féministe, non? Notre révolution ne connaît aucune frontière. Durant des milliers d'années, les hommes en guerre sont passés sur le corps des femmes. Et ici, pour la première fois, ils nous craignent. Pitié, laisse-moi être tué par un homme. Il n'y a pas d'homme ici. J'ai décidé de rejoindre mes sœurs d'armes pour venger mon père et sauver mon frère. Une fois qu'on n'a plus besoin d'elles, les femmes sont effacées de l'histoire, effacées de la société et renvoyées chez elles pour être des esclaves. Mais pas cette fois. C'est assez. Enfin, on ressent vraiment le film de guerre, ce que vous disiez. C'est quand même, c'est assez gonflé. Mais c'est l'énergie. Alors en fait, c'est étonnant parce que quand on fait un film de cinéma, on doit le faire avec le langage de ceux qui vivent dans le monde de la paix et qui font des films de cinéma. Mais quand on a été beaucoup voir ces combattantes sur la ligne de front et qu'on les connaît dans leur élément, entre guillemets, en fait, on sait qu'elles le vivent vraiment comme ça. Plein d'éléments de langage qui sont très guerriers et qui peuvent paraître très cinématographiques et un peu spectaculaires. Ils sont inspirés de vrais textes. De ces combattantes, de leurs manifestes. À l'inverse, les fatwas qui ont parfois fait rire, y compris parce que tellement elles sont grotesques, comme il ne faut jamais faire l'amour avec un cadavre plus d'1 heure après sa mort, que dit dans le film un camion de Daesh, sont des vrais fatwas. Je me suis inspirée de choses absolument réelles. Parce que notre réel est spectaculaire. On ne l'a pas réalisé. On a traversé une guerre absolument folle. Et ces femmes sont de ce cran-là. Elles sont aussi d'une autre époque, un peu comme les Ukrainiens aujourd'hui. Elles vivent quelque chose de tellement fort. Aujourd'hui encore, elles sont abandonnées. D'ailleurs, c'est ce qui menaçait d'arriver. Et on ne s'est pas trompé, malheureusement, c'est arrivé. Une fois qu'elles ont gagné cette guerre pour nous, aujourd'hui, les femmes kurdes comme les Kurdes en général sont seules. Ils sont seuls sous les attaques des Turcs, leurs bombes, leurs petits hommes verts comme savent faire aussi les Russes. Et il n'y a plus personne pour être solidaire d'eux. C'est aussi pour ça que je suis heureuse que ce film passe ce soir en France pour nous rappeler. C'est vraiment important de le regarder. La situation aujourd'hui, elle est terrible. Elle est terrible parce qu'on n'a pas su saisir l'opportunité de ce conflit pour aider les Kurdes à avoir un territoire qu'ils méritent honnêtement, qu'ils ont gagné à la force des armes, en défendant des valeurs de paix et des valeurs qui sont les nôtres. Les Kurdes de Syrie défendent un modèle très égalitaire entre les hommes et les femmes, très laïque, et c'est une poche d'espérance dans ce monde cerné par, encore une fois, l'Iran, la Turquie, la Syrie. Et le fait qu'on n'ait pas su faire tenir cette poche, qu'on les ait pas aidés à faire tenir, honnêtement, c'était très 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 compliqué. C'était difficile, mais c'était très 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 compliqué. Mais cette poche reste comme une plante, comme une graine, dont on espère qu'elle ne va pas entièrement mourir, parce qu'un jour, cette terre sera bien obligée de s'en inspirer. Est-ce que vous avez eu du mal à monter ce film? Vous avez été menacé? Pas menacé, mais déjà dans un premier temps. Enfin, menacé, oui, certainement. C'était pas le plus dur, les menaces, pour monter un film. Ce que j'allais dire, c'est quand vous arrivez avec cette idée auprès d'un producteur. C'est ça. Non, le plus dur, c'était de financer ce film. Et puis surtout, on est en France, donc quand vous êtes un télo, vous faites des livres, vous faites des documentaires, changer de case, c'est très dur. J'avais écrit une comédie il y a quelques années, celle-là, je peux vous dire que je la ferai pas tout de suite, parce qu'il va falloir que je fasse mes preuves comme cinéaste avant d'y revenir. Mais quand j'ai fait un film de guerre, c'était déjà un peu plus cohérent vis-à-vis de mes interlocuteurs. Mais néanmoins, c'est un vrai film de guerre. Ça veut dire que vous faites un film de guerre, qui est un premier film. J'avais
deux brillants et talentueux producteurs, Léo Meidenberg et Jade Ben Ammar, que j'embrasse, dont c'était aussi le premier film. Donc on est allés comme des cow-boys. Mais où vous avez appris la lumière, les angles, la distance de la caméra. Vous savez, c'est une équipe, c'est 120 personnes qui font un film. J'ai Stéphane Vallée, mon directeur photo, qui a un talent fou. Moi, j'ai une passion pour ça, réellement, l'image. Depuis que je suis toute petite, j'ai fait 22 documentaires quand même. Je connais le montage. J'ai moi-même été caméra woman brièvement quand j'étais jeune journaliste. J'adore ça, j'adore la caméra, j'adore la lumière. Et c'est presque ce qui... ma thérapie, elle était aussi là. C'est-à-dire qu'après les attentats, après tout ce qu'on avait passé, où moi j'avais du mal à retrouver ce calme dont j'estime qu'il est nécessaire pour parler en démocratie, faire ce film, ça a été ma thérapie. Me plonger dans reconstruire un univers, montrer la guerre, la vivre, mais de façon cinématographique et pas en vrai, m'a fait du bien. Mais vous avez raison, c'est aussi un vrai plaisir de réalisation. Bien sûr. Or, le défi, c'est quand vous faites un premier film français, avec un budget français, et que vous aimez plutôt le cinéma américain, et que vous aimez ce qui envoie, qui a un peu d'ampleur, là, je peux vous dire que la bataille pour y arriver, j'en ai connu des batailles, mais celle-là, on y revient dans un instant. C'est vrai, à Russian Arms. Soirée spéciale Sœurs d'Armes, donc avec le film qui sera diffusé à 21h10. Et puis il y a un documentaire, Syrie, je sais, Syrie des femmes dans la guerre, qui est un documentaire de Kamal Redouani. On en reparle dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, Caroline Fourest est avec nous. Je vous rappelle ce soir la soirée spéciale Sœurs d'Armes, pardon, qu'on vous conseille réellement sur le destin de ces femmes yézidis qui sont parties combattre et combattre Daesh. C'est évidemment un sujet dont on n'a pas forcément suffisamment parlé, et il faut se rappeler et en tout cas penser à ces femmes qui aujourd'hui sont encore dans une situation compliquée. Il y a plus de combats aujourd'hui? Alors, en Syrie, il y a quand même toujours, une situation compliquée avec les Turcs. Là, ça s'est déplacé, c'est plus Daesh. Donc, les Turcs nous ont aidés un peu sur le combat contre Daesh, mais ils ont substitué des hommes qui sont tout aussi salafistes dans des zones où maintenant ils combattent les Kurdes. Et évidemment, du point de vue des femmes, où c'est pas extraordinaire. Mais surtout, il y a beaucoup de femmes yézidis qui ont été déportées, dont on n'a jamais retrouvé ni le corps ni la trace. Il y a encore des milliers de disparus. Parce que quand Daesh est parti dans sa fuite, les derniers régiments sont partis avec des esclaves. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, justement? Il y en a qu'on a retrouvés dans des fosses décapitées, abattues, et il y en a qu'on n'a jamais retrouvés. Mais est-ce que vous êtes optimiste, sachant ce qui s'est passé, le rôle de la femme il y a quelques années en France, c'était pas de la même façon, mais elle n'avait pas vraiment, entre guillemets, son mot à dire. Et puis, les mœurs, les choses ont évolué. Est-ce que vous pensez que l'évolution va être aussi pour ces pays ? Alors, je crois pas. Je crois qu'on se berce d'illusions quand on pense que c'est des évolutions linéaires qui finissent toujours par arriver. C'est vraiment des rapports de force et c'est vraiment des batailles. Et donc, typiquement, je crois beaucoup que l'exemple des combattantes kurdes pendant cette guerre reste un modèle qui aura des conséquences pour toute la région. Les Iraniennes, et notamment le Kurdistan iranien qui se révolte en ce moment contre les mollahs, a vu ces combattantes kurdes. Les Kurdes de Turquie, de Syrie sont à l'avant-garde de ce féminisme-là aussi. Et donc, même les Arabes de ces pays sont inspirés par l'exemple. Les femmes arabes libres qui aspirent à la liberté et qui ont elles-mêmes des références très fortes qu'on a effacées, oubliées, mais qui existent. Parce qu'il y a des féministes dans l'histoire arabe, il y en a des très très fortes. Et dans l'histoire berbère, en Tunisie et partout. Mais dans le Moyen-Orient, cet exemple laissera des traces si on le porte. Pourquoi est-ce que je fais un film? Parce que je ne veux pas que cette iconographie meure. Je ne veux pas qu'on l'oublie, qu'on l'efface comme on est en train un peu de le faire en passant déjà à la prochaine guerre et en oubliant celle qui a été. Et donc c'est d'où l'importance de faire des films. Et je vous disais, quand j'ai essayé de monter ce film, il y avait un autre film, heureusement on est deux à y avoir pensé, parce qu'on n'est pas beaucoup à avoir fait des films sur ce sujet. Et donc c'était très très dur de monter le film. Et je rencontrais des producteurs, des distributeurs qui me disaient « Ah mais non, mais il y a déjà un projet... Je dis, mais vous avez fait combien de films sur la guerre du Vietnam? Expliquez-moi, vous êtes en train de me dire que 2 films, c'est trop, sur le fait que là, je vous parle d'il y a 6 mois, des femmes ont défait des combattants totalitaires qui esclavagisaient d'autres femmes. Et parfois, c'était la même femme qui avait subi l'esclavage, la déportation, qui prenait les armes pour se venger de son bourreau, ce qui est l'histoire de Zara dans le film. Et vous me dites que ça suffit, on fait un petit film et puis on passe à autre chose.
C'est des films, oui, qui en plus ont le mérite de rester, encore une fois, puisque c'était en 2019. Aujourd'hui, on le voit. Vous dites qu'il est énormément téléchargé dans ces pays. On le rappelle, c'est très, très important de le dire. Alors, c'est pas bien pour mes producteurs, mais moi, c'est mon plus grand plaisir. Et je peux dire qu'on a fait la première de ce film à Souleymaniye, dans un festival où il y avait 1700 Kurdes et Yézidis qui sont venus le voir dans un cinéma. C'était un moment inouï. On était à la frontière de l'Iran, parce que c'est la partie du Kurdistan qui est frontalier de l'Iran. Et j'ai vu ce que c'est que de montrer un film qui parle d'une guerre qui n'était pas encore finie, ce qui est quand même rare, devant 1700 Kurdes et Yézidis dont certains avaient perdu une sœur, un frère, au combat ou en déportation, être en larmes, être en joie par le même film. Et j'ai vu surtout ce qui a été le moment le plus fort pour moi, parce qu'ensuite on est monté sur scène pendant la standing ovation, il y avait des vrais combattants de Kurdes qui pleuraient comme des madeleines, tellement elles avaient été bouleversées, et il y avait des survivantes yézidis qui, en montant sur scène avec leur habit traditionnel, disaient à la salle: je fais partie de ces femmes qui ont été violées peut-être 100 fois par Daesh, et qui honnêtement ne pensaient pas monter sur scène, tellement leur corps ne leur permettait pas de le faire. Et elles sont montées, elles étaient fières après ce film. Et moi, c'est la plus belle des récompenses pour une cinéaste, c'est d'avoir vu leur corps se redresser et être applaudi après avoir survécu à tout ça, grâce à ce moment de communion, en fait. Vous les avez revus, vous êtes retournés on s'est parlé, notamment après la première fois. Elles ont vu le film avant de revoir le film ensemble pour monter sur scène. Et alors, elles m'ont fait des retours qui sont très différents de ce que des producteurs, des distributeurs ou des critiques, des fois, cinéma peuvent vous faire. Parce que quand, vous voyez, en France, vous avez des critiques cinéma qui trouvent qu'il y a trop d'action, c'est trop dur, ce film est trop dur. Moi, les survivantes yézidis qui ont vu ce film, elles ont trouvé que c'était doux par rapport à ce qu'elles avaient vécu. Est-ce que le plus dangereux, c'est le racisme, c'est l'islam radical ou le Rassemblement national ? Ah, mais je crois je ne vais pas faire une échelle, parce que c'est des dangers radicaux différents, qui prennent pas le même visage, la même voix, mais ils s'entendent quand même très 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 bien pour tirailler notre monde et le faire dégringoler vers ce qu'il y a de plus triste et de plus désagréable et haineux. Donc, si vous voulez, pour être honnête, en France, moi je n'ai jamais cru, même quand je combattais Tarek Ramadan, du temps où il n'était pas chanteur, je veux dire, du temps où il était vraiment dangereux, il l'est toujours d'une certaine manière. Il me fait encore un procès pour avoir dit ce que je pensais de son attitude vis-à-vis des femmes. Mais quand je me bats contre les islamistes et les frères musulmans, dont je pense que c'est un mouvement totalitaire les plus dangereux au monde, je n'ai pas, comme Houellebecq dans ses fictions, la crainte de voir un islamiste être élu en France. Je ne crois pas qu'un islamiste sera élu en France. Peut-être dans quelques cités, peut-être dans quelques quartiers, peut-être dans quelques villes. Il pèse sur la bêtise d'une certaine, pas seulement gauche, la droite locale fait aussi beaucoup de compromissions. Mais ce qui me fait réellement peur pour les années qui viennent devant nous désormais, après les attentats, après tout ce qu'on a digéré et traversé, c'est évidemment que le Rassemblement national en tire finalement un profit électoral, parce que eux peuvent vraiment arriver au pouvoir. Et de ce point de vue-là, du point de vue des femmes, ce sera pas la même. Évidemment que ce sera pas, on va pas tous être volés, on a compris. Mais ce retour de bâton liberticide, vous aurez quand même l'idée que pour résister à l'invasion, à l'immigration, il faut que les femmes fassent plus d'enfants ou retournent à la maison, comme on l'a entendu hier dans l'hémicycle. Ce sera un retour de bâton patriarcal, il ne faut pas s'y tromper. Même quand le patriarcat est porté par une femme forte, qu'est Marine Le Pen, parce qu'une femme forte, le patriarcat a toujours toléré. Vous pouvez être une femme si vous avez le nom du père, et si vous portez les idées de votre clan, justement, tout va bien. Mais ces femmes-là s'en sortent sur le dos des autres femmes. Elles portent un projet de société qui, in fine, quand vous avez peur, quand vous êtes sur un projet de peur et de rétrécissement identitaire, par définition... Mais pourquoi vous n'allez pas faire de la politique ? Pourquoi vous les combattez en tant qu'éditorialiste et journaliste ou à travers vos films ? Mais pourquoi vous n'allez pas plus loin dans votre démarche ? Alors, parce que comme vous l'avez compris, j'adore la réalisation, l'image, j'aime créer, moi. C'est ça que j'aime dans ma vie. Je me suis beaucoup sacrifiée pour défendre mes idées. Donc le combat n'est pas plus important ? Ah non, mais vous pouvez dire ça, parce que je me suis vraiment beaucoup... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends ce que vous dites. Je me suis beaucoup honnêtement sacrifiée pour essayer de défendre ce que je pense être des valeurs dont on a besoin tous ensemble. Sur le Rassemblement national, j'ai fait des livres, j'ai eu des procès, j'ai fait des bandes dessinées, j'ai fait des documentaires, je ferai peut-être un jour une fiction. Je fais tout ce que je peux, je fais un journal pour essayer de faire en sorte que ce pays garde le cap. À droite, à gauche, je m'en fiche, mais garde un cap digne et républicain et laïque. Mais je n'ai pas envie de faire de la politique, et je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ceux qui osent en faire et qui en font. Je ne comprends pas comment ils tiennent. C'est une vie ignoble, infernale, vous vous faites cracher dessus, marcher dessus toute la journée, et en plus vous devez composer
au sens noble. Vous devez composer avec tout le monde. C'est ce que disait François-Xavier Ménage hier dans son livre. Est-ce que vous êtes menacé régulièrement sur les réseaux sociaux? Vous les regardez, les réseaux sociaux? Non, pas les commentaires. Non, sinon on peut plus. Franchement, je conseille. Mais non, après on me fait suivre les sympas. On me fait suivre les sympas et puis j'ai des gens qui regardent pour moi pour me dire dans quel sens ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut... Il y a plein de moyens de résister et de faire de la politique autrement que de faire de la politique pour être député ou ministre ou que sais-je. Être engagé, le combat d'idées. Voilà, être engagé, prendre une caméra engagée, faire un journal, faire des éditos, c'est une façon d'être engagé. C'est la mienne. En tout cas, c'est ce qui me réussit. On peut dire quelques mots de Franc-Tireur, le magazine important que vous avez monté avec Raphaël Enthoven. Tout à fait. Un journal libre qui justement aborde des sujets qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Petite rédaction. C'est une petite rédaction de combat aussi. Vous êtes gonflé, ce film, alors que vous n'étiez pas réalisatrice, ce journal, alors que la presse est quand même au plus mal, et ce journal fonctionne très bien. Alors il marche très bien, et c'est vrai, quand on l'a fondé, là aussi un peu fleur au bout du fusil, mais avec l'appui quand même de toute une équipe, avec Raphaël, c'est vrai qu'on ne savait pas du tout si le journal vivrait 6 mois, 1 an, 2 ans. Il a trouvé son public, il marche extrêmement bien en kiosque, il a aussi beaucoup d'abonnés. On est à plus de 24 000 abonnés et on est autour de 20 000 ventes en kiosque, ce qui est énorme aujourd'hui pour un hebdo. Qui a été lancé, on joue dans la cour des grands avec la plupart des grands hebdomadaires. Et on le fait qu'une petite équipe, et on se concentre sur essayer de réarmer intellectuellement les gens, sans les ennuyer, de façon mordante et nuancée, contre toutes les polémiques et tous les extrêmes qui peuvent un peu leur bousiller leur semaine. Et on prend beaucoup de plaisir à le faire. Tous les jeudis, c'est le jeudi. Tous les mercredis, on sort un peu avant les autres. Non, je parle de David Pujadas. Vous y êtes, c'est le mardi. Et oui, la semaine est pleine. Est-ce que ils relisent vos papiers ou vous demandent à voir ce que vous dites avant, ou alors là, vous parlez de qui? De Franc-Tireur? De Pujadas. Alors, Franc-Tireur, comme je suis la bosse, personne n'a vu les papiers. Et Pujadas, David, non, ça se passe pas du tout comme ça. Non, on a une relation très simple avec David et très agréable, parce que c'est un immense professionnel. J'ai beaucoup d'admiration pour David Pujadas. Je pense qu'il fait partie de ces journalistes qui aident la démocratie, qui font de la pédagogie, qui font du bien à tout le monde. C'est jamais énervé, c'est toujours utile et instruit et fin, quoi. Et donc j'aime cet espace, mais non, David, on s'appelle, on se dit, j'ai envie de parler de ça, je lui raconte un peu ce que j'ai en tête, et ensuite on commence à se connaître, donc on se suit à l'antenne. Voilà. Oui, on sent la vraie complicité. Moi, je regarde souvent, et on sent la bienveillance, même si j'aime pas trop le mot, mais en tout cas, il y a un vrai. Je crois qu'il y a du respect de part et d'autre. Du respect de part et d'autre. Vraiment encore rapidement, Valérie, parce qu'on a pris du retard. Rapidement, il y a eu ces cris homophobes dans les stades. Je voulais vous faire écouter également ce que disait Oshi dans Click sur le harcèlement. C'était juste pour vous faire entendre et avoir une réaction sur ce que vous pensez de ce qui s'est passé lors de PSG-OM. Comment est-ce que tu as réussi à annoncer à tes parents que tu aimais les femmes alors qu'on t'a agressé en supposant que tu aimais les femmes? Ouais, c'est une bonne question. Ça a été dur pour moi parce que du coup, la première fois où j'ai vraiment commencé à me poser la question, c'était à cause d'une agression, en fait. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, ok, je mets un mot sur ce que je suis, en fait. Et ça a été bien après, ça a été au lycée, en fait, que je leur ai dit, en fait, au bout d'un moment, parce que j'étais amoureuse d'une fille et que la situation a fait que j'ai dû leur dire, en fait, et ils l'ont trop bien pris. Mais je pense qu'ils ont fait le lien avec tout ce qui s'était passé avant, surtout. Et ça a changé, je pense, leur regard aussi sur ma souffrance. Première question, sur le harcèlement quand on est homosexuel, ça continue toujours dans les écoles ? Je crois que le harcèlement, en général, a explosé même dans les écoles, et que donc tout ce qui fait un peu votre singularité, ou ce qui peut être perçu par une meute comme étant une source de fragilité, parce que quand on se découvre, on est fragile par définition, peut être source de grande violence. L'homophobie a reculé dans la société, mais comme l'esprit de meute, lui, a explosé, tout est bon pour Qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Muriel Robin ? Vous avez fait un édito d'ailleurs. Mais c'est un long débat. Oui, je vous encourage parce que Gilles, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a une pub et vous avez débordé de 4 minutes. Donc il faut aller voir la rediff sur LCI. Mais allez voir l'édito parce que je l'ai trouvé très intéressant, parce que moi j'étais interpellée par ce qu'a dit Muriel Robin. Il y a la pub. En un mot, je pense que c'est plus compliqué qu'une histoire d'homophobie, c'est une crise de l'universalisme. On a du mal à se projeter sur l'autre s'il ne nous ressemble pas, et ça, c'est plus profond et ça nuit au cinéma. On vous aurait bien gardé 1 heure de plus, Caroline Fourest. Soirée spéciale Sœurs d'Armes ce soir.
soir à ne pas manquer. Donc le film à 21h10 et puis ce documentaire Syrie des femmes dans la guerre. C'est un reportage, un documentaire de Kamal Redouani sur ces femmes qu'il fait parler justement. Et c'est à ne pas manquer ce soir sur France 2. Merci Caroline Fourest. Dans un instant, la pub et les débats.